Chers amis, éditeurs, tous les titres qui sont affichés, que je n'aime pas d'ailleurs, je suis ancien président, j'ai été président, je suis encore vice-président de cette chambre. Mais cela étant dit, ce n'est pas le sujet, parce que le seul sous-titre qu'il fallait mettre, c'est Grand ami du Liban. Et ça, je le revendique. Mais alors, l'amitié franco-libanaise va très loin, puisque on a vu les embouteillages qu'il y avait à Beyrouth, et finalement on a dit on va faire la même chose. Donc, des deux côtés de la Méditerranée, nous avons nos embouteillages et nos soucis, nos problèmes. C'est toujours bien heureux que de ne jamais être seul. Cela étant dit, il faut que d'un côté comme de l'autre, nous vivons aujourd'hui, ça soit positif. Avant toute chose, je salue Monsieur l'ambassadeur, mon ami Rami Adouane. Je salue Monsieur le Président Escalité, mon ami Farid. Et puis, et vous tous, en vous souhaitant la bienvenue, en vous souhaitant une bonne matinée. Voilà. Le sujet dont il va être question est un sujet important, puisque chacun sait que ça confère à quelques obstacles qui existent au sein de l'économie libanaise. Alors je vais vous dire une chose, avant, ça peut être un mot de conclusion, mais ça va être un mot d'introduction, je vous rassure très court, c'est que j'ai toujours dit, quand vous avez dans une communauté, quelle qu'elle soit, des gens riches et des gens qui le sont moins, j'ai toujours dit, n'appauvrissez jamais les riches et enrichissez les pauvres. C'est une bonne formule, je pense. Parce que c'est ça le sujet. Et il y a le proverbe chinois que vous connaissez tous, quand le gros maigrit, le maigre meurt. Et donc, il s'agit d'éviter absolument ce qui pourrait être des dégâts irréversibles. Pour ça, vous allez parler ensemble avec des experts, et je pense qu'il y a des choses à faire. C'est essentiellement, à mon avis, vous verrez ça, c'est lever des points de blocage qui font que on dit pour faire ci, il faut donner ça, etc. Effectivement, il y a des choses qui sont à réviser pour rendre l'économie libanaise et ses échanges avec la France, mais avec d'autres pays, le plus profitable possible pour toutes les parties. Et moi qui connais un petit peu le Liban maintenant, qui connais les Libanais surtout, j'ai toujours une admiration pour les Libanais. Je m'étais toujours dit, si je devais créer une association un jour, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais je le ferais bien avec un Libanais, parce que moi je serais sûr de gagner de l'argent. Mais je le crois sincèrement. Et quand on a ce réflexe, celui que j'ai, celui qui aime le Liban et les Libanais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est une évidence que ce pays situé dans une zone stratégique dans cette région du monde a un rôle éminent à jouer et qui réfère vraiment non pas à l'enfermement sur lui-même, mais à l'explosion de lui-même sur le plan économique et dans la région autant que faire se peut, même si parfois il y a quelques voisins qui sont difficiles à vivre. Mais cela étant posé, sans faire un long discours, j'ai un credo absolu dans la capacité des Libanais à rebondir. Ils l'ont démontré à plusieurs reprises dans leur existence, et notamment à l'issue de la dernière guerre. Et quand on voit Beyrouth reconstruit comme il l'est, et qui continue à construire d'ailleurs, je me dis c'est pas possible que ça soit que ça, et que ça n'aille pas au-delà, et que l'économie libanaise, dans sa globalité, ne puisse pas en profiter. En tout cas, c'est le vœu que je formule, c'est le vœu que je formule pour vous, pour les Libanais, pour vos familles, pour les familles du Liban, et j'ai vraiment un credo, et je pense qu'il est partagé par le président de la République, qui ne me l'a pas confié puisque je ne l'ai pas rencontré, mais la première visite d'un chef d'État à Paris, c'est une visite d'État, ce qu'on appelle, a été faite en faveur du général Aoun. C'est quand même pas, et quand on connaît Macron, c'est pas neutre. Donc je pense que le président de la République a les yeux de chimène pour le Liban, et il a bien raison,
et un certain nombre de gens dans son entourage, ils sont particulièrement favorables aussi. Je parle notamment de l'ancien ambassadeur de France au Liban, qui est son Sherpa, Emmanuel Bonne. On peut imaginer que Emmanuel Bonne, qui a toujours eu les yeux de Chimène pour le Liban, il traduit ça auprès d'un patron qu'il connaît très bien. Voilà, je vous souhaite vraiment cette réussite. Je vous souhaite de réatterrir dans le bonheur, en dehors des problèmes financiers que vous avez. Mais vous savez, c'est comme toute chose, toutes les choses sont difficiles avant qu'elles deviennent faciles. Donc je vous souhaite toute la facilité pour le futur. Et surtout, puisque je n'aurai pas l'occasion de vous revoir d'ici la fin de cette séance, de bonnes fêtes de fin d'année, dans le bonheur et surtout la paix. Merci. Monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire général, maîtres, messieurs, mesdames, bonjour. Bonjour et bonne attention. Bonne attention pourquoi? Parce que le thème dont qui va être débattu aujourd'hui, la question est cruciale. Elle est cruciale parce qu'elle est importante en soi, elle est cruciale parce qu'elle est porteuse d'enseignement, de morale, elle est cruciale parce que il n'est pas question d'une demande désormais d'éthique, il est question pour le Liban d'une exigence d'éthique. C'est une exigence double. Et c'est à cette double exigence que vous allez avoir l'un et l'autre. L'exigence de nous orienter, de nous éclairer. C'est difficile. Pourquoi? Parce que je vous parle au lendemain d'une réunion internationale qui s'est tenue en soutien au Liban. Hier à Paris, grâce à l'action du président Macron. Grâce à l'engagement des deux autorités dans les deux pays. La France a mobilisé la communauté internationale pour venir en aide au Liban. Un seul mot, peut-être, le maître mot de la réunion d'hier de la communauté internationale à l'attention du Liban, ce serait éthique. Et puis, au même moment, au Liban, depuis quelques semaines, des gens se mobilisent partout, sous une seule bannière, le drapeau libanais, mais avec une seule exigence, l'éthique. Une double exigence, donc, une internationale et l'autre nationale. Une double exigence qui nous oblige, nous autres, Libanais, fonctionnaires, commis de l'État, actifs dans le secteur privé. Nous avons cette exigence, nous devons l'avoir pour que nous puissions permettre au Liban de s'en sortir. Parce que, à travers le retour de la morale, à travers la reprise de plein pied de l'éthique dans nos affaires, nous pourrons à ce moment-là rebâtir des relations de confiance pour nous autres Libanais entre nous, mais certainement pour le Liban avec le reste du monde. Je vous ai promis que je ne serai pas long, je vais m'arrêter ici, mais j'aimerais bien revenir pour vous parler beaucoup plus longuement de l'éthique, de la confiance et de la compliance. Parce que, à toutes ces questions, il y a quand même des limites. Mais le temps aujourd'hui ne s'y prête pas. Je vous ferai juste part d'une certaine limite que nous expérimentons, nous autres diplomates, dans le cadre des relations internationales. À trop parler d'éthique, à trop parler de compliance, de temps en temps, on bascule en extraterritorialité, dans le trop de droits. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Et je suis sûr qu'avec la Chambre de commerce et avec le partenariat que vous venez de renouer avec la Chambre de commerce internationale de Paris, donc la CCFL et la CCIP, nous ferons l'honneur de nous permettre de nous réunir à nouveau pour creuser beaucoup plus en détail ces trois thématiques. Pour l'instant, je vous souhaite une excellente matinée. Merci. Mesdames et messieurs, monsieur l'ambassadeur, chers amis du Liban, merci d'être présents aujourd'hui à un moment où il n'est pas facile de se déplacer dans Paris. Et à ce titre, je voudrais faire part de ma gratitude, et je pense de notre gratitude à tous, à Brahim Ouardé, pour qui il est 3h du matin, et qui quand même est là ce matin, et c'est quand même très agréable pour nous. Donc, je vais vous présenter très rapidement les intervenants. Je ne pense pas qu'il faille que je me présente moi-même, c'est grossier. C'est là-dessus. Ah ben, c'est pas bon, c'est très bien. Alors, je suis moi-même, je suis avocat, je suis associé dans un cabinet d'avocats en droit des affaires.
et intéressé par le Liban, proche du Liban, libanais moi-même. Voilà. Ibrahim Ouardé, à ma droite, est professeur à la Fletcher School of Law and Diplomacy, a écrit de nombreux ouvrages sur les questions d'éthique, de compliance, a également écrit sur le dévoiement de certaines notions, et notamment sur l'usage que pouvaient faire les États-Unis de règles de droit, comme l'a évoqué à l'instant l'ambassadeur, de l'extraterritorialité du droit, des contraintes que cela peut faire peser sur des économies à des fins, on va dire, de gains de compétitivité. Donc on perçoit déjà que l'outil existe, qu'il est formidable, qu'il est puissant et qui doit être manié à bon escient. Et Ibrahim Ouardé va certainement nous en parler. J'ai à ma gauche un confrère estimé, et bien que confrère ami, Christian Dargam, qui est avocat, qui est associé au sein du cabinet Norton Rose, qui, à l'époque où il était déjà avocat plus jeune chez Clifford, et c'est là que nous sommes connus, s'intéressait déjà aux questions de compliance, qui a fait de brillantes études et qui enseigne aujourd'hui les questions de compliance, d'anticorruption à Sciences Po. J'ai oublié quelque chose. Voilà, son CV est beaucoup plus long, leurs CV respectifs sont beaucoup plus longs que ça. En regardant la fiche d'invitation de la CCIP, vous aurez toutes les informations nécessaires. Il y a de quoi être fier et heureux d'avoir des interlocuteurs de cette qualité présents aujourd'hui. Je vais essayer d'introduire le sujet, qui est déjà assez bien introduit. Je prendrai 10 minutes pour ça, pas plus, parce que je veux laisser l'essentiel du temps de parole à nos interlocuteurs et ensuite aux questions de la salle, parce que je crois qu'il y a matière à débat sur ces questions. Je ne suis pas retourné au Liban depuis cet été, donc je ne suis pas le mieux placé pour vous dire ce qui se passe actuellement là-bas. Mais j'ai une épouse qui regarde la télévision et elle me dit qu'il y a une révolte en cours au Liban et que cette révolte se fait au cri d'une exigence de fin de la corruption, de retour de l'état de droit, de restitution des biens mal acquis, du remplacement d'élites politiques corrompues par des têtes nouvelles. En un mot, une demande d'éthique. J'ai été surpris. J'ai été surpris parce que le Libanais, pour moi, est individualiste, place l'argent très haut dans la hiérarchie des valeurs, s'accommode du clientélisme. Donc comment et pourquoi cette bascule, cette surprise, cette divine surprise? Il y a au moins deux analyses possibles, il y a sûrement plus que deux. Il y en a une qui n'est pas très glorieuse, qui est finaliste, qui consiste à dire que si la révolte éclate aujourd'hui et qu'elle n'a pas éclaté avant, c'est qu'avant il y avait quelque chose à risquer. Le pays n'était pas tout à fait ruiné, il y avait à perdre à lancer une révolte. Aujourd'hui, les caisses sont vides. L'alternative qui se pose à la population est soit de laisser perdurer une situation où peu s'enrichissent et où les autres continuent de s'appauvrir, ou de tenter, par une révolte, de se retrouver peut-être un peu plus pauvre aujourd'hui, mais au prix de l'espoir de manger mieux demain. Et je crois que c'est ce pari que fait la rue libanaise aujourd'hui. Ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'est pas glorieux, c'est une attitude collective rationnelle de rééquilibrage des flux financiers. Voilà, ça c'est une analyse froide, un peu désincarnée. Évidemment, ça n'est pas la seule. L'autre analyse consiste à se dire que ce qui se passe aujourd'hui au Liban, c'est une restauration des valeurs. Une restauration des valeurs parce que les Libanais, par l'éducation qu'ils ont reçue, dans leur famille, dans leurs écoles, sont des êtres éthiques et aspirent à l'éthique. Et qu'ils ont été condamnés depuis trop longtemps à vivre dans un univers qui ne l'est pas. Et donc ils ont fini par se rebeller. Qu'est-ce qui prévaut de ces deux analyses? Je ne sais pas. Je pense que les deux facteurs existent. Et il ne nous appartient pas aujourd'hui de discourir et de juger du premier. En revanche,
On va s'attarder sur le second, c'est-à-dire la question de la demande d'éthique. L'éthique est proche de la morale, et la morale ne se décrète pas. Elle est sécrétée par les valeurs du corps social. Mais elle est aussi cristallisée par des lois qui s'imposent à tous et par des engagements que nous prenons. Sur les lois, en réalité, il n'y a rien de nouveau. Depuis le code Hammurabi qui nous vient de Mésopotamie et qui remonte à la plus haute antiquité, le vol, la concussion sont prohibés. Et on ne peut pas dire que l'arsenal législatif libanais aujourd'hui soit permissif. Ce code Hammurabi, on le connaît, nous, aujourd'hui, sous la forme du décalogue, qui nous dit ne pas tuer, ne pas voler, ça se comprend assez bien, ne pas convoiter la femme d'autrui, un peu plus difficile, et tout un ensemble d'autres prescriptions, tout le monde les connaît. Mais il y a un mouvement nouveau qui est apparu dans les 40 dernières années. Et ce mouvement-là, c'est celui que l'on appelle aujourd'hui, en utilisant un terme anglo-saxon, pardon Farid, la compliance. C'est un engagement, plus ou moins contraint, du sujet de droit, qui déclare qu'il se conforme à la loi et à l'éthique. Un engagement. Est-il pleinement volontaire ? Alors, c'est intéressant, lorsqu'on s'intéresse à une question, de passer quelques minutes à regarder le dictionnaire. J'ai fait ça hier soir. Et donc, je vous dis également en anglais, excusez-moi, la définition du dictionnaire pour compliance. The act of obeying an order, rule or request. The act of being too willing to do what other people want you to do. En résumé en français, c'est de la soumission. Question. Quel rapport y a-t-il entre l'éthique, la confiance et la soumission ? On ne le voit pas. Et si on ne le voit pas, c'est parce que ce terme compliance a pris ces dernières années également une autre acception qui lui a été donnée par la vie des affaires. Et à ce moment-là, on réalise que le terme qu'on utilise en français, conformité, est peut-être plus proche de la réalité du sens du terme, au sens où on va l'employer. La conformité inclut, certes, la soumission à un ensemble de règles, mais en rajoute d'autres, et notamment la notion d'autocertification. C'est-à-dire que la personne qui est soumise ou qui se soumet volontairement à un processus de compliance donne l'assurance pour elle-même qu'elle se conforme aux règles. Ce mouvement de conformité, de compliance, prend naissance dans des pays de culture anglo-saxonne, protestante, et a fait souche dans le puritanisme d'un président américain qui est baptiste, Jimmy Carter. Jimmy Carter a décidé que les entreprises américaines n'obtiendraient plus de marché à l'étranger par voie de corruption. Et par le biais de l'OCDE, les États-Unis ont fait pression pour diffuser cette notion dans les grandes économies occidentales afin qu'ils ne se retrouvent pas en situation de désavantage compétitif, à eux-mêmes se retrouver enfermés dans des règles de respect de la règle de droit, alors que d'autres acteurs, eux, pourraient essayer de tirer avantage de faits de corruption. Cette tentative qui a réussi de propagation de la règle de droit en matière d'anticorruption a réussi, mais avec quelques réticences. Pourquoi quelques réticences ? Parce que nous ne sommes pas tous des Suisses alémaniques. Vous savez qu'en Suisse, votre voisin contrôle la hauteur de votre gazon, et si jamais vous ne l'avez pas tondu à temps, il appelle la police. Vous voyez qu'il existe quand même un peu plus qu'une nuance entre la vérification de la hauteur du gazon du voisin et la crise des poubelles qui sévit actuellement au Liban. Il y a un certain hiatus. La conformité qui est autodéclarative est un processus où l'on dit que l'on respecte la norme, et on a d'autant plus intérêt à le faire qu'on est sous la contrainte de délateurs. Des délateurs qui se trouvent dans votre société, de délateurs qui se trouvent chez vos clients, de délateurs qui se trouvent chez les fournisseurs, de vos propres employés.
la société protège ses délateurs et, le cas échéant, les rémunère. Et ce système, donc, fonctionne dans un ensemble où il existe un niveau de contrôle social élevé, c'est-à-dire où l'on admet que les acteurs privés se surveillent les uns les autres. On mesure là encore qu'il y a un hiatus entre cette forme d'organisation sociale et notre façon libanaise de vivre la fantaisie. On peut appeler ça la fawda. Néanmoins, on en est au stade maintenant où il faut trancher et se dire, doit-on aller dans cette direction? Et c'est l'objet de cette conférence. Je crois pour ma part, et ça va être très bien exposé par nos intervenants, que la conformité, la compliance, est un outil qui est puissant. C'est un outil puissant et je vais proposer, je ne sais pas si mes coreligionnaires vont accepter de suivre ce schéma-là, mais je vous propose 3 étapes. La première étape étant d'examiner l'utilité de la compliance. Autrement dit, là où est-ce qu'elle existe, là où est-ce qu'elle est en vigueur, là où il en est fait usage, est-ce que le crime, est-ce que les délits ont reculé? Si la réponse est positive, également de voir s'il y a eu des effets induits, positifs ou négatifs par ailleurs. À ce sujet, je sais que Ibrahim Mouardé a quelques messages à nous faire passer sur la façon dont l'usage de la compliance peut être dévoyé, et ça fera écho à l'intervention de l'ambassadeur tout à l'heure. Dans un deuxième temps, je pense qu'il faut que l'on examine la question de la transposabilité. Pourra-t-on adapter les notions de compliance aux mœurs et à la culture du Liban, un pays où le royaume de la débrouille existe et où on est quand même les héritiers d'à peu près 4 siècles d'occupation ottomane, où la question de la corruption n'était pas vraiment un sujet, si même elle n'était pas institutionnalisée au sein du fonctionnement de l'État. Et dans un troisième temps, on essaiera d'être pratique, de proposer des solutions, de dire qu'est-ce qui pourrait être fait en la matière pour le Liban aujourd'hui. Et je sais que Christian Dargam est à ma gauche, a quelques idées sur la question. J'ai essayé de cuisiner hier pour en savoir plus, mais il a opposé un refus catégorique. Il m'a dit non, absolument pas. La primauté de ces idées sera réservée à la salle ce matin. Donc comme vous, je meurs d'impatience et j'espère que nous allons entendre donc, des choses fascinantes sur ces questions. Voilà, j'ai terminé. J'ai tenu 10 minutes, ça va. Et je voudrais passer la parole. Alors, je ne sais pas qui voudrait commencer le premier. Période alphabétique. Alors, très bien. Alors, Christian, peux-tu évoquer avec nous les principes de la compliance, de la façon dont tu la vis en tant qu'avocat, des mérites, des succès que cela permet d'obtenir et de ce pourquoi, alors que tu en as fait un élément central de ta pratique professionnelle, tu penses que c'est une évolution qui est utile et nécessaire à la vie économique et juridique? Merci Michel. Tout d'abord, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le parallèle que tu as fait entre la Suisse et le Liban, puisqu'on parlait tous du Liban, Suisse, du Moyen-Orient. Je ne vois aucun point commun, que ce soit l'école suisse, que ce soit la fawda libanaise, ou que ce soit maintenant le secret bancaire, il n'y a plus aucun point en commun, et encore moins la compliance aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que la compliance est utile? Qu'est-ce qu'elle change? La compliance, bon, c'est vrai que c'est un mot anglo-saxon qui peut évoquer beaucoup de paperasse chez certains, notamment au sein de certaines sociétés où on dit la compliance, ça nous embête parce que toute la journée on doit aller se laver les mains, il faut remplir une fiche pour dire on s'est lavé les mains. Et effectivement, il y a un certain excès parfois sur lequel on va tous revenir. Je pense Brahim va revenir en détail tout à l'heure. Est-ce que la compliance est utile? Je ne sais pas si la compliance est utile, mais je vois aujourd'hui chez mes clients, même si le crime n'a évidemment pas disparu, même si la corruption n'a évidemment pas disparu, mais que ce soit chez les clients ou ailleurs, il y a un vrai changement culturel, une évolution culturelle très importante ces dernières années. On est passé, jusqu'à la fin des années 90, en France, les pots de vin, non seulement n'étaient pas pénalement répréhensibles, mais on pouvait aller à Bercy, au ministère du Budget, avec certains justificatifs, et demander la déductibilité fiscale des commissions qu'on payait pour obtenir du business à l'étranger. Autre exemple
un peu inverse ces dernières années. Plusieurs banques ont été poursuivies par les autorités américaines et ont dû transiger, payer des sommes jusqu'à plus de 200 millions de dollars parce qu'elles avaient embauché ou simplement pris en stage des proches de responsables de fonds souverains, que ce soit en Chine ou au Moyen-Orient. Donc, revenons 2 secondes au Liban. Vous imaginez, je prends ton fils, je prends ta nièce en stage. Imaginez comment vous allez expliquer ça au Liban. Donc le gap culturel. Même chose sur les politiques de cadeaux, parce que la compliance, c'est beaucoup de cadeaux à invitation aussi. Même chose, moi j'ai des clients libanais qui sont venus récemment, qui venaient me voir pour la première fois. J'ai eu droit à 2 cravates Hermès. Bon, donc 2 cravates Hermès. Et je passe mon temps à aller dans les sociétés pour dire attention aux cadeaux. Alors il ne faut pas non plus tout diaboliser, on ne va pas arrêter de vivre évidemment, donc il faut être pragmatique. Mais juste, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je donne des leçons à tout le monde, est-ce que je les prends ou je les prends pas? Bon, finalement, je les ai prises parce qu'en l'occurrence, il n'y avait pas de possibilité de corruption, c'est dans l'autre sens. Donc voilà. Donc il y a une vraie évolution culturelle, une vraie évolution, de vraies exigences. Monsieur l'ambassadeur a parlé d'exigences tout à l'heure, des exigences des opinions publiques. Si on prend ces 3-4 dernières années, il y a eu des changements de régime au Brésil, en Corée du Sud, en Afrique du Sud, au Guatemala, à l'île Maurice. Donc il y a des dirigeants qui ont dû partir, qui ont été jugés par la suite. Lula était en prison. Hier, vous avez peut-être entendu parler d'anciens ministres algériens qui sont aujourd'hui poursuivis. Donc, il y a une vraie exigence des opinions publiques. Ça ne veut pas dire pour autant que ceux qui viennent après sont meilleurs, mais en tout cas, les opinions publiques le veulent. Les clients le veulent, les investisseurs le veulent. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs vont regarder si la société est éthique ou non, si le véhicule d'investissement, ou en tout cas la cible de l'investissement est éthique ou non. Les clients, les médias, les banques aujourd'hui, si vous voulez avoir un financement, vous avez 3 pages de clauses de compliance qui embêtent tout le monde. Et je terminerai avant de te repasser la parole sur un point très important. Qu'on le veuille ou non, il y a cette évolution politique. Il y a cette évolution culturelle en matière de compliance. Et je fais le parallèle avec, les plus jeunes n'ont pas connu ça, il y a quelques années en France, on pouvait fumer dans les restaurants. Donc il y avait fumeurs, non-fumeurs, on savait que c'était pas bien, tout le monde fumait. Aujourd'hui, quelqu'un fume dans un restaurant, on est choqué. Même chose pour les sacs plastiques. Les sacs plastiques, quand on va au Liban, parfois, moi en tout cas, je suis choqué de voir tous les sacs plastiques qui sont partout. Et aujourd'hui en France, les sacs plastiques, on fait quand même attention. On les utilise avec parcimonie. Donc ce sont des évolutions qui sont, je pense, inéluctables et qui vont, je pense, dans le bon sens, sans excès non plus. Ok, merci. Merci d'être là, mesdames, messieurs, monsieur l'ambassadeur. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je reviens en France. J'habite les États-Unis depuis 40 ans et je fais beaucoup de choses aux États-Unis qui m'ont permis de côtoyer les questions éthiques. Donc je porte en fait 2 casquettes. J'enseigne et j'écris d'une part. Et puis je travaille beaucoup comme consultant. Donc j'ai toujours connu de près le monde du business et surtout sur une période de 40 ans, on a une perspective suffisamment longue pour essayer de constater certaines évolutions. Et l'élément le plus frappant dans l'étude du phénomène de compliance et d'éthique, c'est en fait que c'est très complexe et que on ne peut pas résumer les grandes questions de compliance à quelques points précis, sinon pour dire que il y a énormément de cas particuliers, mais je crois que l'avantage qu'on a quand on a connu plusieurs cultures, donc dans mon cas, j'ai grandi au Liban, puis j'ai fait mes études en France, et puis j'ai étudié aux États-Unis, puis j'habite les États-Unis donc depuis un certain temps, et donc à essayer de passer d'un système à l'autre, on a tendance à reconnaître certains détails qui sont souvent oubliés quand on utilise des grandes généralités. Et un des phénomènes qui m'a toujours fasciné aux États-Unis, c'est la proximité à la fois d'un univers qui fonctionne à la confiance et en même temps qui est en permanence sujet à toutes sortes de formes de tricherie. Donc, et là encore, si on veut voir un exemple précis, si on généralise au sujet de la classe politique américaine, on avait quelqu'un comme Barack Obama pendant 8 ans qui n'avait jamais été impliqué dans un quelconque scandale. Son successeur, Donald Trump, c'est au quotidien une évolution
de scandales en tout genre. Et donc là, même quand on n'habite pas les États-Unis, j'imagine que la presse française et autres se font l'écho de ce qui se passe aux États-Unis. Mais il y a un autre aspect de la présidence de Trump qui est fascinant, parce que, qu'on le veuille ou pas, enfin, Trump, pour dire les choses crûment, c'est un voyou. Mais l'élément du système politique américain qui le soutient le plus activement, c'est ce qu'on appelle le mouvement évangéliste. Donc, les protestants fondamentalistes sont à peu près... Donc, il y a là différentes études sur ce phénomène qui est fascinant en soi, qui montrent qu'à peu près 90% de ceux qui se considèrent comme evangelicals apportent un soutien absolu à Trump. Et je crois que, en donnant cet exemple-là, on a une première idée de la complexité du phénomène éthique. Je vais lui donner un autre exemple. J'enseigne un certain nombre de cours qui touchent aux questions éthiques et aux questions de compliance. Et puis je termine en fait un livre en ce moment sur les problèmes éthiques à l'ère de la financialisation. Et donc c'est un sujet que j'ai essayé d'étudier un peu dans tous les sens, enfin en plus au quotidien, d'être en permanence confronté à toutes ces questions-là. Et donc je vous ai donné l'exemple du paradoxe de Trump. Il y a un autre exemple que je trouve fascinant, c'est que tout le monde sait que les contraintes éthiques sont partout. Si vous voulez ouvrir un compte en banque, on vous pose 50 questions, chose qu'on ne faisait pas il y a 10 ans ou 15 ans. Et puis, à chaque fois qu'il y a une transaction un peu suspecte, il y a une déclaration de soupçon qui va être faite à votre insu, parce que le client n'est pas censé savoir que la banque fait ça. Et c'est souvent pour des montants tout à fait insignifiants. Donc, l'autre paradoxe intéressant, c'est que malgré ce système très pointilleux de contrôle en tout genre, il y a des fraudes massives qui se produisent. Et donc, j'ai eu une expérience intéressante il y a à peu près 2 ans, parce que j'ai souvent écrit des articles sur certains de ces gros scandales financiers. Et donc, j'ai proposé, il y a un certain nombre de clients suisses qui me demandent souvent de leur parler de compliance. Et je leur ai proposé un sujet de conférence. Donc, c'est une conférence que j'ai faite en anglais. Donc, le titre, c'était Compliance as a Performing Art. Donc, en fait, c'est le côté tout à fait artificiel de la compliance, où on joue un jeu, c'est comme une pièce de théâtre. Donc, on prétend faire de la compliance alors qu'on n'en fait pas. Et il y a 4 entreprises dont j'ai discuté quand j'ai parlé de cette idée de performing art. Il y a d'abord un scandale tout récent qui est l'affaire Abraj à Dubaï. Et au mois de novembre, j'ai écrit un papier là-dessus dans le monde diplomatique, si le sujet vous intéresse. Et dans cet article, j'ai une citation que je connais bien parce que je l'utilise un peu à toutes les sauces quand je donne mes conférences. Et c'est une formule d'un philosophe américain qui s'appelle Emerson, Ralph Waldo Emerson, un philosophe du 19e siècle, qui racontait qu'il avait à sa table quelqu'un qui n'avait pas cessé de parler de sa vertu. Et qu'au moment où cet invité est parti, il a dit à sa femme, enfin la formule anglaise, c'est the louder he talked about his virtue, the faster we counted our spoons. Plus il parlait fort de sa vertu, plus nous avons compté notre argenterie pour voir qu'est-ce qu'il allait nous piquer au moment de partir. Et donc ce phénomène-là m'a toujours intéressé. C'est que souvent des gens qui aiment exhiber leur vertu, qui sont les gens les moins honnêtes. Donc ce simulacre de compliance et ce simulacre d'éthique est fascinant parce que les autres exemples, donc j'ai parlé d'Abraj, tout à l'heure j'ai parlé de quelques autres entreprises connues. Dans beaucoup de pays, des pays très corrompus, il y a eu des périodes où des dictateurs annonçaient des campagnes contre la corruption. Et donc c'était à 100% à des fins politiques, parce que c'était leurs ennemis politiques
qui étaient considérés comme étant corrompus et qu'on combattait, souvent on les jetait en prison, etc. Donc c'était une manière de laisser libre cours à sa propre corruption en s'attaquant à celle des autres. Et donc, pour revenir à mes exemples, donc il y a le cas Abrage. Et Abrage, c'était le fondateur de la société Abrage, était surtout connu pour son éthique. Et je me suis toujours méfié de lui. Donc ça fait plusieurs années que je suis au courant de ce qu'il fait. Je l'ai rencontré à 2 reprises. Et il est trop parfait pour être honnête, en fait. Donc c'est-à-dire qu'il joue le jeu de l'homme de vertu si bien que... Enfin, moi, je me suis toujours méfié de lui. Et le scandale a éclaté il y a à peu près 2 ans. Et il est toujours en cours. Donc, on s'est rendu compte que cette société de private equity, qui est en fait la plus grosse société de private equity dans les pays en développement, était en fait une pyramide de Ponzi. Donc, je vais revenir là aux autres exemples de sociétés qui utilisent le vocabulaire de l'éthique et de la lutte anticorruption pour cacher des pratiques suspectes. Donc il y a le Abrage. Il y a une autre société, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça s'appelle OneMDB. Donc c'est un fonds souverain malaisien. Et l'étendue de la fraude était telle qu'on dit que ça dépasse les 4,5 milliards de dollars. Et c'était en fait un fonds souverain qui avait été établi pour servir aux pauvres malaisiens. Donc, entre autres, il y a eu toute une série de malversations et de fraudes sous couvert de protéger les pauvres, en fait. Le troisième exemple, c'est une société californienne qui s'appelle Theranos, Theranos. Et c'est une femme de 19 ans qui était étudiante à Stanford, qui a abandonné ses études pour créer une société qui allait révolutionner le monde de la santé, et surtout les tests sanguins. Et donc, il s'est avéré que c'était une fraude, en fait, que rien n'était vrai, ni la technologie, ni les marchés qu'elle avait conclus, rien. Et c'était en fait ce qu'on appelle, enfin, dans les milieux de la high-tech, une licorne. C'est une société qui avait dépassé le milliard de dollars comme valeur nette. Et il y aura bientôt un procès. Il y a déjà 2 ou 3 films qui ont été faits. Il y a un bon bouquin là-dessus. Et le quatrième exemple, c'est en fait un nom que vous connaissez tous, c'est Madoff. Et Madoff avait réussi à rouler tout le monde en jouant le jeu de ce qu'on imagine comme étant un philanthrope venu de la finance. Donc, il a joué ce jeu-là. Donc, quand j'ai proposé à ses clients suisses de faire une conférence sur Compliance as a Performing Art, je ne savais pas comment ils allaient réagir à ma conférence, mais j'ai réalisé qu'après ma conférence, l'ensemble du public est venu me parler en me racontant des exemples dont ils avaient fait l'expérience eux-mêmes qui justifiaient cette approche un peu sceptique de la compliance. Donc voilà, donc il y aura encore beaucoup à dire là-dessus, mais je laisse à Michel le soin de décider de l'ordre des questions ou des commentaires. Non, moi je ne décide de rien. Je crois que Ibrahim Mouardé a bien illustré le fait que la conformité, certainement, peut être un cache-sexe. Il va probablement nous parler un peu ensuite de la conformité comme étant une arme offensive des États, en particulier des États-Unis, pour faire échec à des succès commerciaux de pays tiers. Mais je ne crois pas qu'il faut que nous n'ayons que cette vision un peu noire de la conformité, et je pense que pour ne pas briser l'espoir tout de suite, parce que ce n'est pas du tout l'enjeu, j'aimerais passer la parole à Christian Darham pour qu'il nous cite des cas, des exemples où la mise en œuvre des outils, la conformité n'est qu'un outil, l'usage de l'outil a amené à des succès, à des reculs de pratiques douteuses,
parce que il faut garder en tête que, de mon point de vue, les hommes sont un peu les mêmes partout, avec leurs vertus et leurs vices. Et donc, ce qui reste finalement, c'est l'esprit de système. C'est-à-dire, les hommes étant ce qu'ils sont, si on les plonge dans un système qui les emmène vers de la vertu, ils seront un peu plus vertueux, volontairement ou contraints. Et si on les plonge dans un système qui les emmène vers le vice, ils seront un peu plus vicieux, contraints ou volontairement. Et donc, ce que j'aimerais que l'on aborde maintenant, c'est le fait de savoir si, par l'esprit de système que met en place la conformité, le fait de marteler dans les entreprises, dans les administrations, le fait de dire qu'il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut accepter ou pas la cravate Hermès, il faut être ça, de mettre en place un état d'esprit qui font que les choses peut-être iront mieux. Et je pense que pour aborder ce sujet-là, on n'a pas de meilleur interlocuteur que Christian. Merci beaucoup. Alors je conclurai avant de redonner la parole, puisque je sais quelle est la suite de la question à Brahim, sur le fait que ça peut être effectivement, la compliance peut être utilisée comme une arme, mais ce n'est pas non plus noir comme je l'entends un peu trop depuis ce matin. Ça peut être très ennuyeux si on l'explique mal. Si je reviens sur l'exemple que je donnais tout à l'heure, si la compliance c'est de la paperasse, la compliance c'est on va vous contrôler tout le temps, la compliance ce n'est pas ça. Si c'est ça, ça ne marche pas. La compliance c'est avant tout une culture. Avant tout une culture, alors sans être totalement naïf, on sait très bien que dans certaines sociétés, on met en place des choses soit de façon cosmétique, et ça évidemment ça ne marche pas, soit on met en place des choses contraintes et forcées parce qu'on a peur du risque et on a besoin d'attirer les investisseurs, les clients, les meilleurs talents, parce que n'oublions pas que les jeunes maintenant, en particulier les jeunes, parce que les jeunes veulent travailler dans des sociétés clean, propres, donc ça c'est un point important aussi, donc ça pousse les dirigeants à faire des efforts. Et puis il y a aussi la troisième catégorie, ce sont les gens qui sont réellement éthiques. Et moi je vois de plus en plus ça n'est évidemment pas la majorité, mais je vois ça notamment chez certains clients qui viennent de Scandinavie, où pour avoir discuté avec eux, pour avoir vu des décisions qu'ils ont vraiment prises, des décisions difficiles, arrêter un marché qui va rapporter beaucoup d'argent. Licencier des directeurs dans tel ou tel pays qui sont les directeurs des filiales les plus rentables. Donc ça, ce sont des décisions de business, parce qu'en fait, derrière, on va évidemment parler du Liban par la suite. Mais quand on parle de business, quand vous avez une décision à prendre et qu'il y a de l'argent en jeu, qu'il y a parfois des emplois en jeu, ce sont des décisions difficiles, parce que c'est très facile de dire il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, mais quand on confronte ça à la réalité, donc il y a de plus en plus de gens qui sont réellement éthiques. Alors juste une petite phrase que je cite toujours, c'est un de mes clients, alors je ne sais pas si elle est de lui ou s'il avait déjà vu quelque part, qui raconte, c'est un PDG d'un grand groupe, qui dit que l'éthique c'est lorsqu'on fait les choses bien quand personne ne regarde. Et ça c'est à garder à l'esprit. Donc c'est cette troisième catégorie-là qui fait des choses bien. De toute façon elle les fait bien, non seulement parce qu'il y a le risque, non seulement parce qu'il faut faire ça, que ça fait bien, mais parce qu'ils sont profondément attachés à ça. Et ça m'amène au-delà de la culture de la compliance, ce qu'on appelle le tone at the top. Le tone at the top, c'est le ton qui va être donné par les plus hauts dirigeants, que ce soit dans les entreprises ou ailleurs. On va y revenir tout à l'heure. Donc aussi longtemps qu'il n'y a pas le tone at the top, qu'il n'y a pas des gens en haut de la pyramide qui montrent vraiment ce qu'est la compliance, l'anticorruption, ce qu'il faut faire, ne pas faire, ce qui doit être fait, parce qu'on a beau avoir tous les slogans du monde, on a beau avoir les plus belles politiques du monde, lorsque dans les actes, on ne voit pas les choses, ça veut dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est pardonnez-moi le terme, c'est du bullshit. Et il y en a beaucoup dans ce domaine-là, que ce soit dans les entreprises ou ailleurs. Donc ça, c'est un point à garder à l'esprit. Et troisième point qui est très important aussi, pour que ça marche, pour que la compliance marche, il faut que les gens soient... il y a la carotte et le bâton. Donc il faut que les gens soient convaincus qu'on leur explique. Quand vous avez quelqu'un qui est en Allemagne, on n'explique pas la même chose sur la compliance, sur les cadeaux, que quelqu'un qui est en Chine, ou quelqu'un qui est au Liban. Parce que l'environnement est différent, parce que la culture est différente. Donc, il y a 4 ou 5 ans, même en France, quand on parlait de compliance, quand on parlait des lanceurs d'alerte, parce que ça, on va en parler sans doute tout à l'heure, c'est un game changer. Depuis quelques années, les lanceurs d'alerte changent tout. Alors, il y a évidemment beaucoup d'excès, mais aujourd'hui, vous avez des gens qui vont dénoncer ou alerter sur des choses qui sont, sur des fraudes, sur des corruptions, sur des choses comme ça. Donc il faut expliquer aux gens pourquoi il faut respecter certaines règles, pourquoi les choses changent. Parce que c'est difficile, quand vous êtes en Chine, il y a les red envelopes,
Donc ce sont des enveloppes avec de l'argent qu'on donne systématiquement, c'est une tradition. Donc vous avez beau dire il ne faut pas le faire, d'accord, mais si tout le monde fait ça, si tous vos concurrents font ça, si culturellement vous avez toujours fait ça, c'est difficile d'appliquer ces règles-là juste parce que quelqu'un au siège à Paris ou à New York a décidé, un juriste a décidé d'écrire certaines règles. Donc il faut expliquer aux gens pourquoi il faut les faire. Et derrière, évidemment, c'est pas parce qu'on explique que les gens le font, mais déjà il faut l'expliquer et il faut derrière prendre, je reviens au tone de top, prendre des bonnes décisions. Et si les bonnes décisions ne sont pas prises lorsqu'il y a des violations, et on ne parle pas de petites violations, on ne parle pas de broutilles, lorsqu'il y a de vraies violations, et quel que soit le niveau hiérarchique de la personne. Et ça, je reviens sur ce point qui est très important. Il faut prendre des décisions, et dans ces cas-là, ça marche. Et juste pour terminer, je fais la différence entre l'anticorruption, parce que tu as parlé, Michel, de sociétés, donc de droit extraterritorial américain qui venaient mettre la main sur les sociétés qui avaient du succès, les sociétés étrangères. Alors évidemment, il y a une extraterritorialité, évidemment, il y a énormément d'excès, et sans se faire de d'illusions, les Américains, tu le confirmeras peut-être ou non, cherchent parfois, évidemment, il y a des questions de guerre économique, mais je ferai la différence entre, par exemple, l'anticorruption, qui est quelque chose qui est accepté partout, ce sont des règles qui sont acceptées partout, ou des concepts qui sont acceptés partout, où les Américains disaient, par exemple, sur la France qui ne faisait rien en matière d'anticorruption, écoutez, vous ne faites pas le ménage, il n'y a aucune raison que nos entreprises soient soumises à certaines règles et que les vôtres fassent les voyous, donc on fait le ménage à votre place. Donc ça, c'est quelque chose qui était audible, même si derrière, il y avait des arrière-pensées. Autre chose, et parce que ça fait toujours partie de la compliance, les sanctions internationales, qui sont éminemment politiques. Quand vous travaillez avec Cuba, je ne pense pas qu'il y ait les mêmes standards reconnus dans le monde entier que l'anticorruption. Ça, c'est vraiment éminemment politique. Donc, je ferai la différence entre ces deux types de notions. Alors avant de repasser la parole à André Moirdet, la question que je me suis posée, parce qu'on me l'a posée un jour, est celle pour essayer d'être concret, et parce que c'est le genre de cas qui pourrait se produire au Liban, par exemple. Vous êtes un armateur, et vous avez des bateaux qui circulent sur toutes les mers et tous les océans, et puis vous devez vous arrêter dans un port, par exemple à Alexandrie. Vous devez vous arrêter dans ce port, parce qu'il faut que le bateau puisse décharger sa cargaison, et puis il faut qu'il charge du fuel pour pouvoir continuer son chemin. Donc il n'y a pas d'option alternative. On ne va pas dire au client, va chercher ton conteneur à Chypre. Voilà. Et donc, vous avez un agent portuaire qui vous dit, votre bateau, il va repartir dans 10 jours, mais il peut repartir cet après-midi sous certaines conditions. Passez-moi une enveloppe. Qu'est-ce que vous faites? La question qui se pose ici est de dire, est-ce que je vais pratiquer en réalité la corruption de fonctionnaire pour que mon bateau reparte? Et la règle de droit dit non. La conformité, qui n'est qu'une manière d'appliquer la règle de droit, dit non. Le juriste en charge de ça va dire non. L'opérateur économique sur le terrain est très embêté, le capitaine du navire est désespéré. Et puis il y a quelqu'un qui va dire à un moment, écoute, une enveloppe, c'est pas possible, mais si ton beau-frère ou ta belle-sœur crée une société de prestation de services en conseil, en dédouanement portuaire, il est évident qu'on pourrait bénéficier de ces services. Et vous nous envoyez une facture, c'est conforme, la comptabilité réglera, et tout ira bien. Et c'est ce qui se passe. Donc la démarche à ce moment-là de la conformité est de dire, nous ne pouvons pas donner d'enveloppe parce que ça n'est pas possible. On ne peut pas justifier en comptabilité le fait qu'on va donner une enveloppe, ça ne marche pas. En revanche, passer une facture d'une entreprise de conseil et d'assistance au service de dédouanement, personne ne trouve rien à redire. Et là, est-ce que... Alors, moi, je n'ai pas été confronté à ces cas-là, parce qu'on en a parlé à titre amical, mais j'aurais été l'avocat en charge du dossier. Je pose un peu la question à Christian, mais qu'est-ce qu'on peut dire aux dirigeants d'entreprise, à l'agent économique qui me dit, voilà, soit mon bateau repart, soit je commets un acte qui est délictueux, soit je lui demande d'être inventif pour que ça soit conforme avec la notion de compliance et que le bateau puisse bouger quand même. Et là, je dis, je serais très embêté. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce que à Beyrouth, on a un port, on sait ce qui s'y passe, et c'est pas joli tous les jours. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Alors, rapidement, j'ai oublié de dire que la compliance, c'était avant tout d'être pragmatique et être beaucoup d'humilité. Je vous donne un exemple très rapide. En 2011, mes collègues américains de mon ancien cabinet m'envoient en Guinée, à Conakry, faire une conférence sur le FCPA, faire une formation à un client sur le FCPA. Je me suis demandé, mais pourquoi moi qui ne suis pas avocat américain, pourquoi est-ce que moi j'irais faire une conférence sur le FCPA? Donc j'étais tout content d'y aller, j'ai évidemment dit tout de suite. Je regarde le site du ministère des Affaires étrangères français, je comprends très vite pourquoi les Américains n'ont pas voulu aller sur place. Donc c'était assez dangereux. Donc j'arrive à l'aéroport de Conakry, c'était le soir, on nous disait faites très attention, dangereux, etc. Et là le douanier avant de sortir me dit texte aujourd'hui pour sortir tu dois payer. Comme ça. Bon, moi l'avocat du monde entier international qui voulait venir donner des leçons, j'étais vraiment bien ennuyé parce que j'ai essayé de négocier mais il y avait une vraie pression. Donc, il faut beaucoup d'humilité et beaucoup de pragmatisme dans ce cas-là. Sur l'exemple en question, alors évidemment, si on crée des sociétés avec des factures, des contrats, mais il n'y a pas de prestation derrière, ça, lorsque la compliance fonctionne bien, il faut regarder, évidemment, il faut gratter pour savoir. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que la question se pose tous les jours. Alors, lorsqu'il y a un risque physique pour la personne, on paye et on signale. Il ne faut pas jouer les héros. Lorsqu'il y a... Alors, les douanes, ça c'est un problème connu partout dans le monde. C'est difficile de dire ne payez pas, mais il faut essayer de négocier et parfois ça marche en disant moi je ne peux pas payer et parfois les douaniers cèdent. Et maintenant il y a une cellule en France en tout cas au ministère de l'économie où on peut signaler un certain nombre de choses. Sinon pour le reste il peut y avoir des marchandises bloquées, des marchandises de grande valeur, et bien ça sera bloqué. Je sais que c'est très difficile, c'est même insupportable d'un point de vue financier et économique, mais je pense que le risque est trop grand de payer parfois pour faire sortir des marchandises. Quand il s'agit de ravitaillement de personnes, etc., ça peut se négocier. Sinon, l'autre possibilité, bon, parfois évidemment il y a des décisions plus difficiles à prendre, il y a des sociétés qui prennent le risque, mais voilà. Alors, parfois il y a des solutions pour les gros cas, il peut toujours y avoir un appel à l'ambassade, il peut y avoir une négociation, donc parfois ça marche, mais c'est vrai que ce qu'on appelle les paiements de facilitation, les facilitation payments, qui sont les petits bakshish pour accélérer des formalités, donc on ne viole pas c'est pas pour que le douanier fasse quelque chose qu'il ne doit pas faire, c'est juste il vous raquette en fait. Vous avez droit, c'est comme pour ouvrir une ligne de téléphone quand il y avait le téléphone fixe au Liban, on vous disait il faut payer tant. Ou c'est comme dans certains greffes au Liban toujours, quand il faut faire sortir un dossier ou un cabis ou quelque chose du registre, il faut toujours donner un bakshish, sinon vous ne l'aurez pas, il vous fait revenir à plusieurs fois. Donc, bon. Sur les facilitation payments, ils sont interdits. Certains sont plus coulants là-dessus. En revanche, la plus grosse corruption, elle, c'est clairement. Merci Christian. Je ne sais pas si Ibrahim Ouardé vous voudrez commenter ces points-là ou si vous voudrez passer directement à son analyse, on va dire, de la conformité comme instrument de guerre économique ou les deux. Oui. Non, pour commencer, je crois qu'il y a ce phénomène-là des contraintes du système qu'il ne faut pas oublier. Et là, je crois que, j'en reviens à ma casquette d'universitaire, parce que dans les cours que je donne, je passe beaucoup de temps à parler de l'idéologie économique et de la manière dont l'idéologie économique a évolué. C'est-à-dire que ceux d'entre vous qui ont une longue expérience du monde des affaires ont probablement vu des changements au cours de leur carrière et que les pressions économiques sont très fortes quand vous êtes jugé au résultat et que si vous n'atteignez pas certains résultats, vous allez perdre votre job. Donc là, forcément, il va y avoir certaines pratiques qui auraient été acceptables il y a 20 ans et qui ne le sont plus du fait des contraintes économiques. Donc il y a tout le système économique qu'il faut comprendre et l'idéologie sous-jacente. Alors là, je ne vais pas vous ennuyer avec des détails sur l'évolution de la pensée économique, mais il y a un exemple que je vais donner. Donc s'il y a probablement un économiste qui a beaucoup influencé l'ère de la financiarisation, c'est Milton Friedman. Et tout le monde connaît les idées monétaristes de Milton Friedman. Ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est un texte qui est beaucoup plus significatif du point de vue de son impact. C'était en 1970. Friedman avait écrit un article dans le New York Times. Donc c'est dans un journal de grande circulation. Et le titre de l'article, c'était que... je crois que le titre anglais, c'était quelque chose comme « The objective of business is to increase profits ». Et il essayait de contrer la tendance qui consistait à dire que ce qui compte, ce n'est pas les shareholders, c'est les stakeholders.
que l'entreprise doit s'intéresser au personnel, elle doit s'intéresser aux consommateurs, elle doit s'intéresser à la société, etc. Et tout ce débat-là a été complètement détourné depuis la fin des années 70 pour dire que la seule chose qui comptait, c'était maximiser les profits. Et ces principes-là ont été complètement ont été complètement internalized. Je ne sais pas si c'est un bon mot français, mais c'était... Les gens ne se posent même pas la question. Il y a un bon mot français pour ça? Intégré dans la logique. Et on ne se pose plus la question. Si vous prenez un cours dans une business school quelconque, si vous prenez un cours de finance, on va vous expliquer que les marchés sont efficients, qu'essayer d'aller à l'encontre de ces principes-là est irrationnel. Et ce sont des principes que tout le monde répète. Et en général, le discours d'autorité n'est pas fait pour être compris, il est fait pour être répété. Donc, on rencontre souvent des gens qui répètent ces slogans-là, qui souvent ne veulent rien dire, mais qui orientent en fait leur action. Donc, quand vous partez du principe qu'il y a certains quotas, il y a certains résultats auxquels vous êtes tenu, donc forcément, votre comportement va changer. Donc, je crois que du point de vue des gouvernements, et là, ça va être aussi le défi au Liban, de mettre en place un système de compliance qui soit suffisamment réaliste pour prendre en compte les contraintes réelles de l'économie du pays et les contraintes de la compétitivité internationale. Donc c'est un problème en fait qui est très compliqué parce qu'on peut parler des questions d'éthique individuelle, mais tant que le problème systémique, le problème des contraintes de l'économie mondiale, les problèmes de la compétition en général sont ce qu'ils sont, souvent le problème éthique est complètement redéfini par le système, en fait, par les contraintes systémiques. Peut-être que maintenant qu'on a un peu plus qu'abordé la question des mérites et des limites de la notion de compliance, on devrait, et moi c'est engagé sur cette voie-là, commencer à se rapprocher du Liban et de voir justement qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, en quoi culturellement le Liban serait compatible avec cette notion-là et en quoi la mise en œuvre de cette notion peut permettre d'améliorer le sort du pays. Pour ma part, c'est une réflexion qui est personnelle et je vais laisser deux experts en débattre. Je suis adepte de la théorie du ruissellement. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il soit possible d'aller chercher chaque fonctionnaire qui ne gagne pas très bien sa vie et de lui dire du jour au lendemain tu vas arrêter d'encaisser 15 000 livres pour faciliter l'obtention de mon passeport, etc. Je crois que ça peut se faire. Ça peut se faire dans la durée, ça peut se faire parce qu'il gagnera mieux sa vie, ça peut se faire parce que l'économie générale du pays ira mieux, etc. Mais commencer par dire à 1 million de personnes arrêtez vos petites rapines parce qu'elles sont nuisibles, sans s'intéresser au fait que tout à fait au sommet de l'État, ce ne sont pas 15 000 livres qui sont en jeu, mais l'appropriation de la quasi-totalité des actifs publics et privés d'une économie et en général par des procédés qui sont illégaux et douteux. Et là, on a un vrai sujet. On a un vrai sujet parce que la personne qui se trouve à la tête de l'État, quand je dis à la tête de l'État, je ne vise pas le chef de l'État, je vise les principaux responsables politiques en fonction, a, dans l'imaginaire collectif, un rôle d'exemplarité. On sait qu'on n'a pas à faire des individus parfaits, mais personne ne peut arriver au pouvoir et être élu, et ce n'est pas le cas au Liban non plus, en disant « je vais occuper une fonction importante dans le but de me remplir les poches ». Donc même au Liban, ça n'arrive pas. Donc il y a un affichage de vertu, élevé de dire « je suis là pour servir le pays ». Un des problèmes auxquels nous sommes confrontés au Liban, pas seulement au Liban, mais notamment au Liban, c'est le hiatus qu'il y a entre un principe qui est énoncé par tous et une pratique qui est complètement déviante. Si on faisait en sorte que les 15, 20, 30, 40 personnes les plus influentes économiquement à la tête de l'État devenaient des personnes exemplaires
soit parce qu'elles se sont déjà enrichies, soit parce qu'on mettrait en place d'autres personnes qui, elles, n'auraient pas cette volonté d'enrichissement, il n'est quand même pas exclu que par ruissellement, les directeurs d'administration qui se trouvent en dessous, qui finissent par être nommés, soient eux-mêmes vertueux, qui eux-mêmes finiraient par sélectionner dans les processus d'avancement des chefs de service qui seraient eux-mêmes vertueux, et qu'ainsi progressivement, avec le temps, l'État se retrouve purgé, autant que faire se peut, parce que la corruption existe partout, même si à des niveaux différents, mais purgé autant que faire se peut des travers et des maux qui nous occupent. Donc est-ce que, et si ce que je dis a un sens, est-ce que par le biais de l'application des lois, au secours ou pas de l'usage de la compliance, mais la compliance ça ne vise que l'application des lois, et les lois existent, est-ce qu'il y a des outils que l'on peut mettre en place pour faire en sorte que ceux qui nous gouvernent dans la recherche de l'intérêt commun et du bien public, et qu'on ait des instruments qui permettent de nous assurer que c'est bien le cas, qui permettent de sanctionner, et qui permettent peut-être, pourquoi pas, pour le passé, de récupérer des biens mal acquis. Parce que c'est quand même difficile pour une population à qui on dit vous avez été ruiné par 30, 40 ans de guerre et de troubles, avec un État qui est en réalité en faillite, et de dire mais c'est pas grave, parce qu'on va augmenter les impôts, ce qui va permettre de résoudre le problème. Donc ils ont payé 2 fois, ils ont payé parce qu'on les a déjà volés, et on leur propose de repayer à l'avenir par des impôts, sans que l'on propose pour autant que ceux qui ont profité indûment du système ne restituent. Donc je crois qu'il y a 2 volets dans cette question, et les questions de conformité peuvent peut-être nous aider. Le premier volet, c'est de dire, pour l'avenir, comment est-ce que l'on va faire, quelles règles peut-on mettre en place pour ce que nous avons connu ne persiste pas, et pour le passé, parce que purger le passé est un instrument qui permettra d'assurer l'avenir, quels outils permettraient de récupérer ce qui peut et doit être récupéré au bénéfice du trésor public, afin que la charge qui va peser sur les générations futures ne soit pas aussi exorbitante qu'elle s'annonce aujourd'hui. Je ne sais pas qui veut d'abord. Ouais. Ne vous disputez pas. Hein. Ouais. Je veux juste parler de 2 exemples sur lesquels j'ai travaillé et qui ne touchent pas au cas libanais en fait, mais c'est toujours intéressant d'un point de vue comparatif. Donc, dans le cadre des cours que j'ai donnés, des articles que j'ai écrits, j'ai beaucoup étudié 2 séries de cas. L'un d'eux, c'était dans les années 80, en 1986 spécifiquement. Il y avait eu presque simultanément le départ du président Marcos des Philippines et Duvalier de Haïti. Et dans les 2 cas, il y a eu des tentatives de la part des nouveaux régimes de récupérer les biens volés ou mal acquis. Et le second exemple sur lequel j'ai pas mal travaillé, c'est au moment du printemps arabe, les cas Ben Ali et Moubarak. Et malheureusement, tous ces exemples-là vont dans la même direction. Ils disent que ce vol systématique est resté impuni, concrètement. Il y a eu des petites sommes qui ont été récupérées, mais vraiment des sommes insignifiantes. Donc, souvent, dans le contexte libanais, j'ai entendu des gens dire que tout cet argent volé va revenir à l'État et ça va nous permettre de reconstruire l'économie, etc. C'est toujours avec un certain scepticisme que j'ai écouté ces arguments-là, parce qu'en général, pour toutes sortes de raisons, là, probablement c'est trop détaillé pour que j'en parle ici, l'argent a tendance à disparaître. L'argent volé a tendance à disparaître, puis on se perd en procédure judiciaire pour essayer de récupérer les fonds et concrètement, on ne récolte pas grand-chose. Donc je voulais juste donner ce détail. Merci Ibrahim, même si c'est très déprimant. Mais est-ce qu'on ne peut pas également se dire, pour espérer un peu, que Marcos et Duvalier, c'était justement, il y a un moment où les règles de traçabilité étaient peut-être moins exigeantes, moins aiguës qu'elles ne le sont aujourd'hui, et que ce qui était difficile à tracer à l'époque, peut-être, je dis peut-être, serait plus facile à tracer aujourd'hui,
que des traités ont été signés, que des échanges d'informations existent aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. Et je dis peut-être parce que je ne suis pas un spécialiste de la question. Ce qui était très difficile à l'époque serait envisageable aujourd'hui. Et puis, peut-être qu'il n'y a pas également aussi simplement la procédure judiciaire, c'est-à-dire un dirigeant corrompu qui vit une retraite dorée dans un état, dans une très belle villa d'un pays agréable, en attendant que des avocats s'épuisent dans leur coin. Peut-être que si ce même dirigeant se retrouvait tout simplement dans une prison et qu'on lui disait, écoute, puisque tu es dans la prison, tu peux rester très très riche dans ta prison, ou sortir en profitant de ton argent, parce qu'on va t'en laisser un peu quand même, on n'est pas des chiens. Ce que tu as fait est extraordinaire, tu as réussi quand même à mettre à plein un pays, donc s'il y a quelque chose d'admirable là-dedans, on va pas te laisser sans le sou pour cet exploit-là, tu pourras vivre. Et donc, envisager même une forme d'amnistie en disant, bah, écoute, tu sortiras de prison, tu seras privé d'aucun droit, on va juste en reprendre un peu. Et donc, on n'aurait pas à rechercher finalement, à s'épuiser, à aller chercher tout cet argent-là. On va dire, écoute, c'est finalement très volontairement que tu vas peut-être avoir envie de nous restituer ce que tu nous as subtilisé comme ça. Alors, je vais répondre à ta question de tout à l'heure en deux parties. Première partie, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir? Et deuxième partie, comment essayer, dans la mesure du possible, de ramener l'argent volé. Sur la première partie, donc, tout d'abord, je reviens sur le tone at the top. Il faut que ça vienne d'en haut. La théorie du ruissellement dont tu parlais, ça marche. Le jour où il y a des gens en haut de la pyramide de l'État qui font les choses bien ou qui sont jugés, les autres suivront naturellement. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une indépendance de la justice. Et ça, c'est un point essentiel. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice, il ne se passera rien ni sur la récupération de l'argent, ni sur l'arrêt de la corruption. Il faut une indépendance de la justice. Et le cas échéant, une autorité ou une agence spécialisée qui ait suffisamment d'indépendance, et on sait que c'est difficile au Liban, avec des compétences particulières pour aller traquer donc la corruption et la récupération de l'argent, parce que ce sont des choses très complexes. Mais l'indépendance de la justice est un élément clé, et il y a, qu'on le veuille ou non, il y a des juges. Il y a des juges qui sont propres, notamment en haut de la magistrature maintenant, avec certaines nominations récentes, on sait qu'il y a des gens qui sont au-dessus de tout soupçon. Il y a les jeunes juges également, il y avait je me souviens comment ça s'appelle, le club des juges. Donc il y a des juges jeunes qui sont capables de le faire. Il faut avoir beaucoup de courage, parce que c'est toujours très facile d'être à 3000 km de Beyrouth et Nasser, comme on dit. Mais il y a des gens sur place qui peuvent avoir le courage de poursuivre, et ça sera vraiment un point très important. Quatrièmement, plus de transparence dans les procédures d'appel d'offres, encore plus de transparence. Les conflits d'intérêts aussi, ça c'est un point très important sur l'aspect culturel, parce que les conflits d'intérêts, le monde des affaires et le monde politique sont très, très imbriqués. Donc aussi longtemps qu'il y a des gens qui prennent des décisions avec leur casquette de responsables, qui vont avoir un impact sur eux, dans leur casquette d'investisseurs ou de propriétaires de sociétés, ça ne va pas bien marcher. La levée du secret bancaire, ça c'est très important. Même si on dit que ce n'est pas suffisant, évidemment, mais c'est important quand même. La numérisation et la digitalisation, ça marche. On voit en Inde, par exemple, qu'ils sont en train de digitaliser, et donc la corruption a baissé dans certaines administrations, pas partout, mais ça, toute la petite corruption, ça risque de diminuer. Le point le plus important pour moi, c'est le changement des mentalités. On avait évoqué un déjeuner hier ensemble, et on évoquait ensemble la chatara libanaise. Là, il y a deux points qui sont extrêmement importants. Premièrement, il y a quand même eu des élections il y a 16 ou 17 mois, n'oublions pas. Et c'était des élections, même si la loi électorale est très critiquable, tout ce qu'on veut c'est confessionnel, il y a peut-être eu quelques pots de vin par-ci par-là, mais il y a eu des élections globalement démocratiques. Donc les gens qui sont arrivés au pouvoir, ils ne sont pas arrivés tout seuls. Ils étaient arrivés tout seuls avant, mais aujourd'hui, ce sont des gens pour qui les citoyens ont voté. Donc aussi longtemps que les citoyens aux élections revotent pour les mêmes personnes, certaines d'entre elles sont là depuis très longtemps, et on sait très bien qu'elles sont corrompues. Tout le monde le sait, on crie leur nom aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé entre mai 2018 et aujourd'hui? Donc les mentalités, donc il faut que ça soit vraiment, ça s'applique dans les urnes. Et il y a aussi la chatala dont on parlait, qui est aussi le citoyen qui crie tout le temps au scandale en disant mes politiciens sont corrompus, ce qui est vrai en partie, pas pour tout le monde évidemment, mais en partie, mais aussi c'est le citoyen lui-même qui, sans être racketté, qui prend l'initiative lui-même pour avoir un étage en plus, pour avoir un passe-droit, lui-même, d'aller corrompre. Donc là encore, aussi longtemps qu'on n'aura pas changé cette mentalité-là, ça ne va pas se faire. Donc ça, c'est
quelques propositions. Alors évidemment, c'est toujours plus facile de donner des points comme ça. Après, pour la récupération de l'argent volé, il y a évidemment, Brahim, tu le disais, c'est très difficile, même s'il y a de plus en plus de traités internationaux de traçabilité, mais ça reste quand même très difficile parce que ces gens-là font en sorte qu'il y ait plein de sociétés écrans, plein de schémas complexes. Donc une des possibilités, c'est celle que tu as évoquée, c'est une idée qui... C'est un peu ce qu'a fait MBS au Carlton, mais de façon un peu plus légale. Et peut-être qu'on peut on peut s'inspirer des procédures anglo-saxonnes qui sont des sortes de... Sinon, donner rendez-vous au consulat d'Arabie à Istanbul pour essayer d'accélérer le processus. Ça c'est vrai, mais ça n'amène pas l'argent nécessairement. Donc effectivement, il peut y avoir quelques bouchées, mais l'idée est et il faut voir dans quelle mesure ça peut rentrer dans le droit libanais, c'est justement cette idée de transaction. Parce que dans le droit anglo-saxon et maintenant en France, il y a ce qu'on appelle les Deferred Prosecution Agreements ou des choses comme ça, ou les guilty plea, où on va négocier une peine. Alors il faut expliquer aux gens que les politiciens corrompus ou décorrompus en général ne vont pas échapper, mais la peine, il faut qu'il y ait une sorte de bargain, de marché entre les deux. C'est-à-dire, effectivement, on les met en prison et on dit, aussi longtemps que tu ne payes pas, tu restes en prison. Et parce qu'en fait, ils peuvent cacher, parce que pour négocier, il faut savoir où se trouve l'argent. On a évidemment le côté coercitif, mais il y a aussi le côté lanceur d'alerte. Et c'est là qu'on peut faire entrer le lanceur d'alerte et peut-être les rémunérer. Moi, je n'aime pas cette... parce qu'on arrive à une société de délation, mais lorsqu'on rémunère et on protège, parce que ça c'est quand même plus difficile. Parce que, je ne vois pas qui irait lancer l'alerte sur certaines personnes. Parce que là il faut aller faire une chirurgie esthétique et vivre dans un pays lointain. Mais là, aussi dans le plea bargain, dans le marchandage qu'on fait, on dit, écoute, si tu dénonces ton copain et tu nous dis ce qu'il a fait, eh bien toi tu vas bénéficier d'une clémence. Donc là encore ça peut marcher. Donc il y a des choses, des procédures un peu novatrices. Alors il faut voir dans quelle mesure ça rentre en droit libanais, ça peut rentrer dans le système libanais, mais ça ce sont des choses qui peuvent être vraiment efficaces. Et on le voit avec les Américains qui mettent des micros à quelqu'un qui accepte de collaborer, et en contrepartie de quoi cette personne va bénéficier d'une certaine clémence, et les personnes vont et ils ramènent les informations. Donc c'est quelque chose qui peut être mis en place, toujours à condition qu'il y ait une indépendance de la justice, parce qu'aussi longtemps que la justice n'est pas indépendante, ça ne marcherait pas. Donc ça ce sont des choses qui peuvent marcher. Après, moi je suis totalement contre ce qui se dit dans la presse, aller demander à l'OFAC et aux Américains de mettre des gens sur des listes, parce que là c'est éminemment politique. Donc il faut, à mon avis, il ne faut pas faire entrer les Américains, Où que ce soit d'ailleurs. Oui, en tout cas sur cette partie-là, mais il y aura suffisamment d'outils. S'il y a une volonté, s'il y a une indépendance de la justice, je pense qu'il y a des outils qui ne ramèneront pas, alors on ne connaît pas les chiffres parce que ça varie du simple au double à 10 fois plus, mais qui peuvent ramener des sommes significatives, et toute somme qui peut être ramenée, c'est toujours ça le gagnant. Moi, je pense que le peuple libanais présente beaucoup de qualités. Il est commerçant, accueillant, harbou, si on peut dire en libanais, il est sympathique, grand négociateur, mais un peu profiteur des situations qu'il exploite à son avantage. C'est un grand homme politique libanais qui a décrété que chaque Libanais peut être asservi à un prix pour être affilié et corrompu. Je ne vais pas citer son nom. L'histoire libanaise nous a montré au travers de l'histoire la compléance du Libanais à collaborer avec les occupants pour pérenner sa survie, et ce dès la nuit des temps jusqu'à la présence des Syriens. Ma question, et là je suis vraiment sceptique, n'est-ce pas la nature de Libanais et son héritage génétique fait qu'il ne sera pas vertueux et que le Liban est un cas perdu? Je vous remercie. Il y a un exemple intéressant, ou un contre-exemple à ce que vous dites. Parce que je crois que le contre-exemple, c'est Singapour. Donc si vous remontez à 1965, le contexte à l'époque était... en fait, tout allait très mal quand il y a eu Lee Kuan Yew qui a pris le pouvoir. Et il a fait un assez bon travail. Enfin, si on essaie de juger la question du changement de culture, en tout cas au niveau de la corruption de l'État, des juges et tout ça, il y a eu des mesures intéressantes. Donc je ne connais pas beaucoup d'autres exemples où ça a été réussi, mais effectivement, une des choses les plus difficiles, c'est de changer la culture d'un pays. Donc les mentalités ne se changent pas du jour au lendemain.
Je vois beaucoup d'espoir aussi, et je vois, juste pour répondre toujours à cette question de génétique ou pas de génétique, la culture est importante, et évidemment on ne va pas changer, on va pas devenir des Suisses du jour au lendemain, mais je donne des contre-exemples. Tous les ans, il y a un classement de Transparency International qui classe les pays en fonction de la perception de la corruption dans ces pays-là. Et donc, on a toujours les Scandinaves, les Danois, les Suédois qui arrivent dans le top 3 ou dans le top 4. Les deux des 3 plus grosses amendes, selon le FCP et la loi américaine, c'est pour des entreprises suédoises. Et encore une, donc Ericsson, qui a dû payer 1 milliard il y a 3 ou 4 jours. Il y a Telia aussi, donc il y a des choses culturelles. Donc on peut se dire, en Suède, tout est parfait, et les 2 plus grosses entreprises aujourd'hui, enfin les 2 plus grosses amendes, ont été payées par des Suédois. Et donc j'applique l'inverse au Liban. Il y a cette culture-là de la harbo et shatara, mais je pense qu'aujourd'hui il y a une telle demande que, même si on ne va pas du jour au lendemain passer à autre chose, il y a une telle demande, je pense qu'on a déjà fait reculer les lignes. Les lignes ont déjà été reculées, et je pense qu'il y a déjà un gros espoir qui peut être permis. Non, effectivement, il y a toujours des moments où on a le sentiment que les choses peuvent changer. Et je crois, en fait, tout au long de mon expérience du Liban, je n'ai jamais vu de situation comme ce que nous avons vu ces 2 derniers mois. C'est-à-dire, on a le sentiment qu'il y a vraiment un désir de changement et qui est presque unanimement partagé. Ma vraie question, c'est, après tous ces discours qui étaient très intéressants, enrichissants, maintenant, pragmatiquement, il faut revenir avec un projet pour le Liban et mettre des règles pour que tout le monde arrive à vivre ensemble. Sans règles, c'est la jungle. On a besoin des règles. Et nous, au niveau culture, madame, au niveau génétiquement, on a des valeurs qu'on a acquises soit par nos parents, par nos familles, soit à l'école. Toutes les écoles libanaises, on a besoin de redonner, peu importe la religion, qu'on n'en parle pas aujourd'hui, le complexe des confessions au Liban, tout le monde a été éduqué avec des grandes valeurs au Liban. C'est qu'une fois qu'on est lancé dans un marché de travail, on n'a pas le bon environnement pour se développer et développer les bons projets. C'est très intéressant ce que vous dites, et je vous remercie. Je voudrais en dire 2 mots et passer la parole ensuite à Christian Darab et Ibrahim Ouardé. Je crois qu'un des éléments de la réponse, c'est qu'il faut réussir le retour de Babylone. Quand les Juifs sont partis en exil en Mésopotamie, on ne leur a pas demandé leur avis, on les a emmenés là-bas, il est resté quelques Juifs dans la terre d'origine qui n'ont pas extraordinairement évolué, qui étaient assez pauvres, qui étaient occupés, etc. Et qui n'ont pas culturellement énormément évolué. La diaspora, elle, qui est partie, parce que vous posez aussi la question de la diaspora, qui s'est retrouvée en Mésopotamie, a été confrontée à la civilisation la plus raffinée, la plus pointue, la plus sophistiquée. Et lorsque, 400 ans après, ils sont revenus sur leur terre d'origine, il s'est posé la question de la coopération, de se dire, est-ce que ceux qui étaient à l'étranger, qui ont appris, qui ont acquis, etc., sont plus légitimes à insuffler des nouvelles règles, à gouverner, plutôt que ceux qui étaient là, alors que ceux qui étaient là disaient, mais vous êtes allés, vous êtes enrichis, vous allez là, mais c'est nous qui avons tenu le pays, et si jamais vous revenez, vous avez la possibilité de revenir ici, c'est parce que nous sommes restés là. Et c'est une vieille histoire, en réalité, et cette histoire se pose au Liban aujourd'hui, du dialogue intelligent entre ceux qui sont restés, qui ont souffert, qui souffrent encore, de ceux qui sont partis, qui souffrent moins, certains souffrent, mais globalement moins, qui ont sans doute mieux réussi, et qui vont ramener vers le pays des valeurs, des principes, des méthodes, etc. Vous avez des gens extrêmement compétents ici, je ne parle pas de moi, mais voilà. Vous avez des gens qui sont extrêmement compétents, et donc dont on se dit, ils ont une plus-value. Mais cette plus-value-là, ça n'est pas nous rentrons au pays, faites-nous de la place, vous avez pas, ça fait 40 ans que vous échouez, et maintenant on va vous dire comment on va faire. Non, c'est pas comme ça. Je pense qu'il y a une intelligence qu'il faut avoir sur ce sujet, avec de l'humilité et de l'écoute. Comment exactement? Je n'ai pas la réponse. Mais je pense que c'est un état d'esprit. Et si cet état d'esprit est fait d'ouverture et de coopération, je pense que les jeunes sont prêts à écouter les vieux, parce que les vieux ont quelque chose à dire. Les vieux ont de l'admiration pour les jeunes, parce que les plus âgés, oui. Avec l'expérience. Ouais, parce que les jeunes ont renversé la table, et vous, madame, qui avez profité de
votre expérience aux États-Unis, votre expérience en Allemagne, et qui avaient envie d'aider votre pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je trouve ça formidable. Mais c'est très bien. Je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable et je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans votre cas. Et s'il y a de l'espoir aujourd'hui pour le Liban, c'est à cause de gens comme vous. Ce que vous avez dit m'a fait penser à un incident qui m'est arrivé. On ne peut pas parler de notre vertu, sinon on deviendra mal perçu par M. Wadé, par le professeur Wadé. Mais il se trouve que depuis que je suis fonctionnaire, fils de fonctionnaire, petit-fils de fonctionnaire, j'ai été bien amené, j'ai été bien éduqué, on m'a toujours expliqué ne prends pas de cadeaux. Donc depuis que je suis devenu fonctionnaire qui reçoit des cadeaux, parce qu'on est petit fonctionnaire, on ne reçoit pas de cadeaux, sauf si on fait des papiers, mais on est diplomate, on ne fait pas de papiers, et pour les visas ça ne coûte rien, et les passeports aussi. Donc depuis que je suis ambassadeur, en gros depuis que je suis en ambassade, je ne reçois pas de cadeaux. Non seulement moi, mais j'impose à toute l'ambassade, tous les employés de ne pas recevoir de cadeaux. Et je peux recevoir à titre personnel, les cravates Hermès, j'apprécie énormément. Mais je ne reçois pas de cadeaux. Première année, j'arrive, et donc je suis arrivé en septembre, au mois de décembre, donc cadeau de Noël. Les entreprises libanaises, certaines privées, d'autres moitié privées, moitié publiques, envoient des cadeaux. Et des cadeaux surdimensionnés, démesurés. Donc, du coup, on comprend la gabegie qu'il y a dans certaines entreprises semi-étatiques, puisqu'on voit la taille du cadeau qu'ils envoient à l'ambassadeur. Alors je rends le cadeau, je demande à ma chef de cabinet de rendre le cadeau, Madame Esbel, que vous tous connaissez. Le cadeau repart à son destinataire, et puis moi je n'entends plus parler de cette entreprise. Elle est cruciale pour le fonctionnement de l'ambassade. Je n'ai pas besoin de cadeaux, mais j'ai besoin d'entreprise. L'ambassade a besoin d'entreprise. L'histoire dure pendant 11 mois. Donc jusqu'au mois de novembre de l'année qui suit. Même pas une acceptation d'une invitation à la résidence. Je me suis dit un truc bizarre, peut-être qu'il n'avait pas le temps, etc. Et au bout de 11 mois, donc l'ambassade, via l'ambassade, quelqu'un me dit, vous savez, Zahlen Menna, il vous en veut. Je me dis, pourquoi il en veut? J'ai rien fait, j'ai rien dit, j'arrive pas à défendre et l'entreprise malgré ses défaillances. Et je vais quand même l'appeler. J'appelle et il me dit, monsieur l'ambassadeur, je vous en veux parce qu'on ne rend pas un cadeau, ça ne se fait pas. Culture. Je n'ai pas dit que ça ne se faisait pas. J'ai insisté, je lui ai dit, écoutez, moi dans ma culture, ça se fait. Dans ma culture, je n'accepte pas les cadeaux professionnels. C'est comme ça que j'ai grandi. Je suis libanais comme vous, c'est comme ça que j'ai grandi. Il a fallu un mois. Le monsieur m'a renvoyé le cadeau. J'ai dit, écoutez, cette année, je vous le renvoie et je vais vous donner une recommandation. Non seulement moi, je n'en veux plus, mais l'argent que vous dépensez dans ce cadeau, c'est pas la révolution d'aujourd'hui, c'est peut-être l'année dernière. L'argent que vous dépensez pour ce cadeau, utilisez-le soit pour faire le marketing de votre entreprise pour gagner des clients, soit pour fidéliser des clients qui ont besoin de ce cadeau. C'est une question de culture à laquelle nous sommes tous confrontés, nous encore plus que vous, j'allais dire, les fonctionnaires encore plus que le privé. Le privé, vous parlez de problèmes à la douane, vous parlez de relations avec l'État, mais nous sommes au quotidien dans la relation à l'État. Nous sommes au quotidien dans la relation à ces juteuses promesses. Et bien ça, c'est difficile de dire non. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut juste croire. Croyez-moi qu'il y a certains qui ont ça dans leur, pas dans leur gène, parce qu'on n'est pas des biologistes, qui ont ça dans leur culture, qui ont ça dans leur approche du métier, qui ont ça dans leur approche de l'État, qui ont ça dans leur approche du bien public. Et ce que je constate aujourd'hui, je dis ça et je m'en vais, c'est que les gens qui manifestent au Liban, qui demandent moins de corruption, plus de comptabilité, que les responsables soient tenus comptables, ces gens-là réclament ce que j'essaye depuis tout jeune fonctionnaire de faire, ils réclament plus d'État. Ils réclament un État qui soit un État transparent, un État honnête, un État qui partage, un État qui refuse la corruption, mais un État qui accepte les règles de droit. Et un État qui sait, monsieur, qu'une fois qu'une loi est votée, le secret n'est pas dans le vote de la loi, puisque le secret est dans l'application de cette loi. Le secret est dans les décrets, pour que le débat juridique soit reposé proprement. Le secret est dans les décrets d'application de cette loi. Mais on peut se féliciter. Nous autres qui avons dans notre culture d'envoyer des cadeaux naturellement aux ambassadeurs, de nous dire que il y a quand même une loi qui a été votée. La marche n'est pas si haute que ça, il nous reste une demi-marche, celle de faire passer les décrets d'application de la loi dont vous avez parlé et des autres lois, celles qui vont être votées, celles qui vont arriver. Ne perdons pas espoir, les temps sont extrêmement durs, mais ne perdons pas espoir. Il y a des gens de bien, et dans le privé, et dans le public, il y a des gens de bien partout au Liban, des Libanais de l'étranger, il y a des gens qui veulent du bien pour le Liban, au Liban et à l'étranger. Ce sont autant de signes d'espoir. Ne perdons pas cet espoir. Cassons du sucre, tapons sur qui on veut, mais ne perdons pas l'espoir.
Je discutais, je termine sur ça, avec Plantu il y a quelques jours, et je lui disais quelle est la différence entre ce que tu as vécu en 1968, 1969 pour le Liban, donc le temps que ce mouvement mondial arrive sur nos côtes libanaises, et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en termes de turbulence sociale internationale. Il m'a dit, en 68, quand on manifestait, quand les gens battaient le pavé, ils étaient mus par l'espoir. Aujourd'hui, nous avons l'impression, il a l'impression, que les gens qui battent le pavé sont un peu plus mus par la haine. Alors, nous, redonnons-leur l'espoir, puisque nous sommes Libanais, de nous rebattre avec eux et de battre le pavé pour qu'on redonne de l'espoir aux gens et qu'on ne mette pas la haine dans leur tête. C'est bien de dire que la corruption est un mal qui tape partout. C'est encore mieux de dire que de temps en temps, il y a des portes auxquelles la corruption tape et ne se prend pas. Merci.